Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir pour le journal dans l'actualité de ce mardi 28 janvier. Une suite naturelle des choses, disent les militants du créole en milieu scolaire. L'enseignement de la langue comme matière subsidiaire en grade 12 a commencé. Près de 500 élèves peuvent opter pour ce choix. Le soutien technique de la Banque mondiale pour l'eau et l'énergie verte discuté ce mardi au bâtiment du Trésor. Le Premier ministre recevait la directrice de l'institution pour Maurice. Aussi performante que ChatGPT, DeepSeek, une intelligence artificielle chinoise, fait trembler la tech américaine et provoque une chute sur le marché de l'IA. Explication dans cette édition. Les caméras CCTV et les drones de surveillance pour traquer les pollueurs, 250 contravenants épinglés en décembre dernier. Avec toi, Véro, j'ai pensé à toi tout de suite et à notre belle complicité. Et en fin de journal, Lucien Jean-Baptiste, acteur et réalisateur français, sera notre invité. On parlera entre autres de sa filmographie qui donne du baume au cœur. Depuis l'annonce de son introduction en grade 12 et 13, les choses se mettent en place pour que l'enseignement du créole mauricien comme matière subsidiaire puisse commencer au plus vite dans certains établissements. C'est déjà le cas. Ce sont les enseignants diplômés en français ou en anglais qui vont enseigner cette matière après une formation dispensée par le MAI. Les précisions d'Annabelle Volbert. Cette année, plus de 400 jeunes auront l'opportunité de choisir le créole mauricien comme matière subsidiaire en grade 12 et 13. Je suis très content qu'ils nous permettent créole dans HSI. Il n'est pas pour ouvrir la porte pour les élèves, mais il pourra une société meilleure. Parce qu'il y a des élèves, quand ils connaissent la langue maternelle, ils ne pourront pas réfléchir plus facilement. Moi-même, je participe dans un débat en créole, et éviter ce qui m'écrit un discours en créole, m'écrire un argument en créole, il n'a rien à voir avec comment m'écrire en anglais, avec en français. Ça permet de nous mieux exprimer nous. Par exemple, un langage comme l'espagnol, il n'y a pas qu'à exprimer en espagnol, il peut y avoir une lacune au niveau de l'espagnol, mais en créole mauricien, vu que c'est ce premier langage qu'il apprend de la case, il peut exprimer mieux. Selon le professeur Arnaud Carpouran de l'Université de Maurice, l'introduction du créole mauricien dans le programme du HSI est une évolution naturelle. Il constate un grand intérêt pour cette matière parmi les Mauriciens. C'est complètement illogique. Si nous venons dire, nous ne prépensons à lire depuis Graden jusqu'à Form 5, nous prépensons à lire dans l'université, mais bizarrement, nous pensons prêt pour enseigner HSI. La demande dans le collège est augmentée d'une façon exponentielle, ce qui fait qu'il y en a plus de 5 000, 6 000 qui peuvent faire dans le collège actuellement. Et selon prévision que le ministère de l'Éducation lui-même peut faire, ça siffle pour doubler, pour tripler dans l'année qui vient. Maintenant, nous connaissons qu'il y a une demande d'enseignants pour créole. Cette année-là, nous pouvons faire un billet Creole Studies tout court, sans qu'il puisse attaster avec français. Le Mauritius Institute of Education a déjà entamé la préparation des ressources nécessaires. Le manuel d'études pour le créole mauricien, par exemple, est actuellement en cours de validation. Avant qu'il nous aille une phase élaboration de manuel, nous avons d'abord, bien entendu, élaboration de National Curriculum Framework et aussi un Teaching and Learning Syllabus. Et MAI est assez proactif là, donc il finit travail, fait valider dans toute une instance officielle qui est bizarre. Ça veut dire qu'il y a un manuel qui est déjà préparé par un panel constitué d'enseignants, aussi bien d'enseignants qui viennent depuis le State College, collège CEDEC et collège privé. Le ministère de l'Éducation a lancé un sondage auprès des enseignants du secondaire afin d'identifier ceux qui détiennent un diplôme en anglais ou en français et qui souhaitent enseigner le créole mauricien. Ces derniers bénéficieront d'une formation spécialisée dispensée par le Mauritius Institute of Education. Il y a 2 semaines, toutes les photos biométriques soumises aux opérateurs de téléphonie mobile ont été détruites. Cela concerne les détenteurs de plus d'1 million de cartes SIM qui ont donné leurs photos lors de l'exercice de réenregistrement qui a eu lieu d'octobre 2023 à avril 2024. Mauritius Telecom et MTEL le confirment. Ils ont déjà soumis leur rapport aux autorités d'Assap à la Sormi. Si vous aviez fait un selfie pour réenregistrer votre carte SIM entre octobre 2023 et avril 2024, sachez que la photo capturée n'existe plus. Environ 1,3 million de cartes SIM avaient été réenregistrées et les photos de leurs utilisateurs ont été supprimées des bases de données des opérateurs.
Le 14 janvier 2025, l'opérateur Mauritius Telecom publiait ceci. Les photos collectées et stockées dans le cadre de l'exercice de réenregistrement des cartes SIM ont été détruites. Les opérateurs avaient jusqu'au 14 janvier pour supprimer les photos et il y a une semaine, les 3 opérateurs, Mauritius Telecom, MTEL et Chili, ont informé les autorités avoir déjà tout détruit. Cette destruction de données fait suite à la promulgation de nouveaux règlements émis début janvier cette année, lesquels révoquaient le processus d'enregistrement des cartes SIM. Le Government Notice numéro 2 de 2025, à travers ça, nous avons actuellement statué que tout bon opérateur pour besoin de delete toute bonne photo qui prend. Et puis, je bien soumettre un rapport jusqu'à 23 janvier. Alors, mon rapport fin être soumis. Et là, je fais une garantie dans le rapport qui vient finir de delete toute bonne donnée qui prend. Alors qu'en ce 28 janvier, l'on célèbre la journée mondiale de la protection des données, un autre outil fait l'objet de discussions, notamment le Mobile ID, une version virtuelle de la carte d'identité. Il a soulevé des craintes récemment. Les autorités rassurent, le processus d'enregistrement sera révisé, les photos biométriques ne seront pas prises pour l'enregistrement et les données seront stockées par les autorités sans intervention de tierces parties. Et dans le monde, un rival chinois de ChatGPT, DeepSeek, a surpris les analystes par sa capacité à égaler les performances de ses principaux concurrents de l'IA pour seulement une fraction de leur coût, ce qui a fait plonger de grandes entreprises américaines, susciter une vague d'avertissements de la Silicon Valley et provoquer une vive réaction de Donald Trump. Les explications de Madhvija Garnett. Les actions du concepteur de puces IA Nvidia avaient plongé de 17% à la clôture des marchés américains hier. La compagnie a subi des pertes de près de 600 milliards de dollars en valeur marchande, ce qui, selon Bloomberg, constitue la plus forte baisse de l'histoire du marché boursier américain. Cela s'est produit après une avancée surprise d'une société chinoise d'intelligence artificielle, DeepSeek. Durant le week-end, elle était l'application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store américain d'Apple. Du coup, en début de semaine, le nouveau chatbot IA avait déclenché une vente massive de valeurs technologiques majeures qui étaient en chute libre, menaçant l'industrie technologique américaine. Le Nasdaq à forte composante technologique a plongé de 3,1%. Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont également chuté. DeepSeek est en effet une start-up chinoise âgée d'1 an. Elle a présenté un modèle d'IA de type ChatGPT appelé R1, fonctionnant à une fraction du coût de l'IA populaire d'OpenAI, de Google ou de Meta. Pour le président américain, il s'agit d'un signal d'alarme pour les industries technologiques américaines. I would say that could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same solution. La course est lancée pour savoir quelle technologie fonctionne et comment les grands acteurs occidentaux comptent réagir et évoluer. En attendant, les investisseurs s'intéressent de plus près aux sociétés chinoises d'intelligence artificielle. La Banque mondiale va soutenir le gouvernement dans la réalisation du plan de réforme défini dans son programme 2025-2029. Ce mardi, le Premier ministre a reçu à son bureau la directrice de la Banque mondiale pour Maurice. L'aide technique de l'institution internationale portera sur la gestion des ressources en eau et la transition vers une énergie plus verte. Abdel Boulaki. Le nouveau modèle économique de Maurice, présenté dans le discours programme, suscite l'intérêt de partenaires étrangers, dont la Banque mondiale. Cette institution de Bretton Woods a envoyé sa directrice, Ida Ridley-Hoff, au bâtiment du Trésor pour en discuter avec le Premier ministre. Sa rencontre avec le Dr Navid Ramgoolam a porté sur les priorités du gouvernement mauricien pour relancer l'économie, ainsi que sur le plan de réforme. On a vu la vision du Premier ministre. C'était une vision qui était vraiment claire pour nous, les partenaires, comment nous pourrons en fait aider le gouvernement. Donc on a parlé des réformes au niveau des techniques, on a parlé du sujet de digitalisation,
On a parlé aussi de l'eau, parce qu'en fait, ça, c'est un défi. On a parlé de l'énergie, comment on peut penser de cet aspect de greening. Ida Rudihoff était accompagnée du représentant résident du groupe de la Banque mondiale pour Maurice. Samsou Rahoja, basé à Port-Louis, est chargé du suivi des discussions. Cela afin de concrétiser les soutiens techniques que la Banque mondiale s'apprête à offrir au pays pour la mise en œuvre du programme gouvernemental 2025-2029. Autre rencontre, celle entre le vice-président Robert Anglais et le nouveau haut-commissaire indien Anurag Shrivastava. Les domaines de coopération entre l'Inde et Maurice ont été évoqués, notamment dans la santé, l'informatique, la pharmacie et l'industrie. Une collaboration interagences renforcée donnerait une meilleure réponse au trafic de drogue. Les différents partenaires de l'océan Indien réunis en conférence récemment ont plaidé pour que les services de police et les bureaux des poursuites publiques collaborent davantage. Le DPP Rachid Amin a aussi souhaité que la police soit mieux équipée pour sécuriser les preuves. Kavin Tapessar. Carte postale, cette vue de l'océan de Montagne-Jacot après le village de Pointe-aux-Sables, qui vire en images moins paradisiaques sur la falaise, avec la présence de ces déchets de chantier. Des déchets inertes, gravats, barres de fer, résidus de béton et de pierre. Le constat est interpellant. Non seulement les lieux publics sont affectés par ce type de pollution, mais les propriétés privées le sont aussi, comme ici à Montroche. Je ne sais pas qu'on est peut-être, moi, je pensais de pas faire ça le jour, de faire ça le soir. Dans les que personne pas là. Les forces vives du quartier, la police et la National Environment Cleaning Authority viennent de trouver un accord avec le propriétaire du terrain. Celui-ci a frôlé une lourde amende. Là, nous faisons une cause avec lui et nous faisons demander s'il est capable de mettre fencing bas à la cour là et pour personne pas capable de tous les bandes de bruit ici. On dit que ça, les personnes qui habitent dans les alentours là, personne n'est pas capable de dire moi. Un numéro camion ou une personne que je connais qui déverse des déchets ici. Ça interpelle nous, mais cause de faire ça le soir. Si les auteurs de ce délit sont inconnus pour l'instant, la police dispose de moyens pour les retrouver. Il n'est pas possible. L'indiscipline. Ok, dans plusieurs cas, quand la police finit enquêter dans un déchet, nous gagnons un indice qui amène nous vers les auteurs. Est-ce que dans le cadre de l'enquête, je parle visionne des images CCTV pour que des choses qui sont là? CFCT caméras aide nous énormément quand nous sommes capables d'aller vers un auteur qui peut être ça. Incessamment, nous pouvons servir aussi la technologie quand nous pouvons servir un drone pour faire une surveillance accrue sur un terrain abandonné. Dans un mois, la police de l'environnement fait une dresse à peu près dans les 250 contraventions où j'étais, ou pour payer, et nous pour enquêter ou pour tasser. Une politique de zéro tolérance qu'applique la police de l'environnement qui, en présence de plusieurs autres cas de ce type de pollution, prévoit d'autres opérations de surveillance et de descente sur le terrain. La vidéo que vous venez de voir concernait les amendes dressées par la police de l'environnement. Il y en a eu 250 en décembre dernier. Les déchets sont disposés, déversés, entassés dans des lieux publics ou des propriétés privées. Et pour retracer leurs auteurs, la brigade de l'environnement mise sur les images CCTV et les drones de surveillance. Et nous revenons sur cette conférence récemment entre les bureaux des poursuites publiques et la police, le DPP Rachid Amin qui a souhaité que la police soit mieux équipée pour sécuriser les preuves. Kavin Tapessar. La zone économique exclusive de la République de Maurice s'étend sur 2,2 millions de kilomètres carrés. Surveiller une telle superficie est une tâche herculéenne et les trafiquants de drogue le savent. Ils privilégient ainsi la voie maritime afin de pénétrer sur le territoire mauricien. Le 8 janvier 2024, la Force Crime Intelligence Unit et la Maritime Intelligence Cell, épaulées par l'unité Marcos du National Coast Guard, ont intercepté un speedboat au large de Pointe-aux-Canonniers. À bord du bateau, il y avait 500 kilos de drogue.
Un important coup de filet réalisé grâce à une collaboration entre les services de police de différentes îles de l'océan Indien. Afin de renforcer la communication entre les services de police de l'antidrogue ainsi que les bureaux de poursuite publique des pays de l'océan Indien, Maurice a organisé une conférence, le processus du système judiciaire et l'efficacité des services de police sont notamment débattus. Pourquoi la loi autorise la police de ne pas actuellement intercepter? C'est pour pouvoir peut-être faire des surveillances et finalement, pour qu'on puisse mettre la main sur les commanditaires. Au Maurice, c'est presque inexistant. Moi, je crois personnellement, si on veut combattre les trafics de la drogue, si on veut avancer, on doit s'en servir de ces moyens qui sont à notre disposition. Pour l'Attorney General, Maître Gavin Glover, le Drug Control Master Plan préconisé par le gouvernement aiderait à mieux cerner le problème de trafic de drogue à travers notamment un renforcement des services de police spécialisés dans l'antidrogue. En fin de semaine, la perturbation tropicale au sud-est de Diego Garcia pourrait commencer à influencer le temps à Rodrigue et à Maurice. Elle sera nommée d'ici là. La station météo de Maurice suit avec attention son évolution, mais aussi celle de la dépression tropicale qui évolue dans le canal de Mozambique. Écoutez les explications du directeur par intérim Raj Bouniadi, des propos recueillis par Claudette Geoffroy. Deux zones de perturbation tropicale qui peuvent évoluer. Un au sud de Madagascar et puis ça, un autre au sud-est de Diego Garcia. Il peut intensifier graduellement et cet après-midi à 16h, il y a une perturbation tropicale. Ben ça, il peut continuer à bouger dans une direction du sud-est et il pourrait intéresser plus dans sa région-là, donc nous pouvons relativement épargner avec lui. Ça, c'est le deuxième système qui peut évoluer. Donc, les sud intensifient légèrement et s'il peut intensifier davantage, il y a une possibilité qu'il peut finir une tempête tropicale modérée. Mais nous pouvons suivre les deux systèmes de près, nous retenons lesquels qui peuvent intéresser Maurice surtout. Nouvelle modérée, c'est qui nous servit. Il peut indiquer nous que ce système-là, au fur et à mesure, il peut intensifier, il peut approcher les mascarins. Et d'ici le 31, il peut venir assez près à Côte-Rodrigue. Et effectivement, s'il vient près à Maurice, nous gagnons un peu la pluie associée à ça. Et sachez que la météo prévoit de la pluie d'intensité modérée accompagnée d'orages pour demain après-midi à l'ouest, au sud et sur le plateau central. La température s'est temporairement rafraîchie avec la pluie. Le mercure remontera malheureusement bien vite et quand vous avez chaud, vos animaux aussi ont chaud. Alors comment font les éleveurs pour que leurs animaux puissent survivre à cette période inconfortable? Voyez ce reportage d'Ajagan Rangan tourné dans un élevage de porcs à Saint-Martin. Ce n'est pas forcément visible. Mais la centaine de cochons dans cette exploitation à Saint-Martin souffrent de fortes chaleurs qui prévalent ces derniers temps. Raison pour laquelle Bertie, éleveur depuis plus de 40 ans, se montre plus vigilant. Il est bien conscient qu'il faut s'adapter au changement climatique tout en priorisant le bien-être de ses animaux. Nous avons l'espace en tôle qui nous mettait avec bim qui nous est là. Et là, sur l'espace, là, il y a des tirs à saler. Quand on le donne là, il y a la réaction là pour ça aller. Notre interlocuteur souligne l'importance pour les animaux d'avoir de l'eau en quantité suffisante. Pendant l'été, moi, j'ai un système qui me met pipette partout dans mon parc. Une petite pipette, une pivoire, qui va me pour 24 ou 24, je puisse trouver de l'eau pour je boire. Sinon, les animaux morts. Un été caniculaire, décidément tout aussi difficile pour les animaux que pour les humains. C'est le condiment le plus employé dans le monde. Il donne du goût, préserve et reste un élément nutritionnel indispensable. Mais trop de sel est un facteur de risque pour la santé. À Maurice, on a tendance à en manger plus que la limite recommandée par l'OMS. Cynthia Moutou. Le sel, ingrédient incontournable en cuisine, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, le monde en consommerait trop, soit près du double que le taux recommandé. Maurice n'est pas épargné. Selon l'étude de 2023 du ministère de la Santé, le Mauricien en consommerait 7,1 grammes par jour, alors que l'OMS recommande moins de 5 grammes quotidiennement.
En moyenne, vous avez 10 personnes qui vous vérité facilement pour 3 ou 4 là-dedans qui ont un problème d'hypertension qui est relié avec la consommation de sel. Outre le sel utilisé pour la cuisson, il faut aussi se méfier des aliments riches en sel caché. C'est vrai que nous disons qu'on ne peut plus faire attention, mais ça j'allais passer régulièrement. Beaucoup de monde sont beaucoup plus conscients dans la cuisine quand ils perdent du sel, mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'en dehors de la maison, ce qu'ils peuvent manger, souvent des fois c'est riche en sel. Alors beaucoup de produits tels que ban chips, ban biscuits, ban gâteaux en sachet, ban petits baguettes de fromage, ban petits moulkou, et ban noix par exemple, nous en tant que nutritionnistes, nous recommandons beaucoup la consommation de ban noix, amandes, cachou, des pistachios et tout, mais quand on peut acheter, maintenant si on peut acheter sur version salée, mais définitivement, ça il faut ajouter dans la consommation journalière de sel. Selon le ministère de la Santé, chaque mois, un tiers de la population entre 12 et 74 ans consommerait 500 grammes de sel pour la cuisson. L'excès de sel augmente les risques d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et rénales. Pas trop prendre du sel parce qu'il a cause de problème de tension. Donc, je préfère manger des légumes, tout ça, je mange sans sel. Je prends bien peu. Parce que moi, j'ai un problème de tension, alors je ne me pas pincer, alors je me bien checké. Des solutions existent, les épices ou herbes fines sont des alternatives saines pour remplacer le sel en cuisine. Dans le carnet culturel de cette édition, la sortie du dernier ouvrage d'Alain Janot, Racines et perspectives, à travers une vingtaine de chroniques, l'auteur nous ramène dans le passé autour d'événements et de personnalités du pays. Candy Mangra. Après 4 mois d'écriture et de recherche, Racines et perspectives, chronique choisie, voit enfin le jour, sous la plume d'Alain Janot, avec plus de 55 pages et de nombreuses rencontres, l'auteur nous transporte dans le passé. Ainsi, le 8 novembre 1639, le Capel arrive à Vieux-Grand-Port avec à son bord le premier bébé né à Maurice. Nous sommes alors sous l'ère hollandaise. Le monde entier se retrouve à l'île Maurice. Le premier Mauricien, c'est qui? C'est Simon Van der Stel. Il est né dans les eaux mauriciennes. Son papa, c'est le gouverneur Adrian Van der Stel, second gouverneur de l'île. Et son maman, c'est une madame qui s'appelle Maria Livens. Et lui, c'est la fille d'une indienne de Coromandel, Monica d'Acosta. Donc, Simon Van der Stel, il est né dans Maurice, il reste 7 ans dans Maurice, et le même bateau qui appelle le Capel, ça veut dire la chapelle en français, ce même bateau-là, ben, sert rentré de Java, et aussi, tenez-vous bien, ben, bouture de canne à sucre. Ce qui veut dire que ce premier Mauricien-là, il vient avec toute la richesse de l'île. Alain Janot dresse également le portrait du cardinal Jean Margéot, du père Henri Souchon ou encore du père Laval. Rémi Ollier y occupe aussi une place importante. Cet ouvrage, selon l'auteur, est un outil précieux pour les étudiants et pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir leur connaissance de l'histoire du pays. Devant un partenaire invité et de soutien du projet, le livre a été officiellement présenté à l'Institut cardinal Jean Margéot. La couverture qui représente un flamboyant évoquant la cartographie du pays est une création signée par Arnaud, le fils de l'auteur. Il te faudra impérativement un responsable logistique. Avec qui? Avec toi, Véro. J'ai pensé à toi tout de suite et à notre belle complicité. Tu veux un verre d'eau, connard? Apparemment, ça va mieux ton traitement. Et on a la chance d'avoir une grosse célébrité marketing. Qui? Non mais la célébrité. Nous avons maintenant le bonheur d'accueillir en studio l'acteur, réalisateur et scénariste français Lucien Jean-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir à l'île Maurice. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, ça me touche, ça me fait plaisir. Alors, on fait quoi maintenant? C'est une question que vous vous posez tout le temps, souvent?
Alors, le titre de ce film, c'est souvent une question, on fait quoi maintenant? C'est souvent une question qu'on se pose quand on a des problèmes, quand on tombe en panne en voiture, quand voilà, il y a quelque chose qui se renverse, on fait quoi maintenant? Et c'est une question aussi qu'on se pose nombreux quand on arrive en fin de parcours, lorsque la retraite approche, lorsque les enfants sont partis, on fait quoi maintenant? Voilà, le titre vient de là. Et dans ce film, eh bien, il décide de faire contrairement à ce qu'on pourrait croire, se poser tranquille en famille, eh bien, il décide d'aller faire des affaires. Mais malheureusement, il va les faire avec les mauvaises personnes. Et je ne vais pas vous dévoiler la fin du film, mais de cette interrogation va naître des choses très belles, très humaines, ce que j'aime. C'est votre dernier film, c'est sorti en octobre de l'année dernière. Et depuis, vous avez fait quoi? Alors depuis, j'ai fini une très belle série pour la chaîne TF1, une chaîne nationale en France. Une série, je ne sais pas, vous avez connu Colombo, l'inspecteur Colombo? Oui. Eh bien voilà, c'est du même ordre, ça va s'appeler Joseph. Et ça va être l'occasion de découvrir un nouveau policier voilà, que j'interprète. Une nouvelle série, 6 épisodes. Et on va voir ce petit personnage qu'au départ, on prend un peu pour un rigolo et qui finalement va arrêter les méchants. Vous dites dans une interview que le cinéma a toujours été votre passion, mais vous avez fait beaucoup de choses avant. Oui, c'est-à-dire que quand vous arrivez, moi je suis un insulaire, martiniquais, antillais, créole, et comme beaucoup, on a migré vers la France dans les années 70. Et il est vrai que moi, mon rêve de gamin, c'était d'être acteur. Et puis, la vie fait que tu te vois pas souvent à la télé, ta maman te dit non, il faut un travail sérieux parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et puis, ton rêve s'éloigne. Et puis, donc, au départ, j'ai fait des études de publicité dans l'événementiel. Et puis, à 30 ans, suite à un drame personnel, je me suis dit, on est sur Terre pas longtemps, donc autant essayer de vivre ses rêves. Et j'ai la chance d'avoir pu réaliser mon rêve, être comédien, réalisateur et faire des films. Voilà. Votre premier film, c'est sorti en 2009, La Première Étoile. On va voir tout de suite un extrait. Ah, c'est sympa ça. Pourquoi j'ai dit au gamin qu'on partirait au ski? Maman! Non, Ludo! Je pense que c'est mieux que tu partes avec les enfants sans moi. Mais Suzy, j'y arriverai jamais sans toi. La bouffe, le linge, la vaisselle, tout ça. Papa, pourquoi je suis pas blanche? Maintenant, c'est quoi ces réflexions? De toute façon, on est comme on est, on n'a pas le choix. Non, c'est mieux. Ah, là, vous me faites plaisir. Alors, c'est presque un film autobiographique. Oui. Vous parlez souvent de votre maman, de votre famille. Oui. Ce sont vos références? Oui, mes références, mes racines. Ma mère, c'est ce qu'on appelle aux Antilles le potomitan, ces femmes qui tiennent à bras-le-corps une famille, souvent parce que les hommes, parfois, ne sont pas à la hauteur. Et ça, c'est un vrai souvenir d'enfance. Ma mère, elle n'avait pas d'argent et elle me dit, il y a des gens qui partent au ski, nous, on va partir au ski. Et à travers cette histoire de blancheur, de neige, de froid, je me suis dit, il y a une belle allégorie, image, métaphore de ce qu'ont vécu des Antillais ou peut-être certains Mauriciens en quittant leur île, en allant vers un monde froid, pourtant qui fait briller les yeux. Et j'ai raconté cette histoire et qui a très bien fonctionné et qui m'a permis de raconter plein d'autres histoires. C'est vrai que ma mère est au cœur de mon travail parce que c'est des gens, et je sais que certains, on a ce point commun, nous autres insulaires, gens des îles, un passé, l'esclavage, colonisation, etc. Et puis comment se reconstruire, comment aller chercher le meilleur pour les générations futures, les générations qui viennent après, qu'elles puissent rester dans nos îles. Moi, j'aimerais, ça serait un rêve aussi, de réaliser plus de films à la Martinique, pour les Martiniquais et pour le monde entier, parce qu'on a des belles histoires communes aussi entre Mauriciens et Martiniquais. Pardon. Je remarque qu'il y a beaucoup de tendresse dans vos films, même quand vous parlez de sujets sérieux. C'est fait exprès? Écoutez, moi j'essaye de faire des films qui me ressemblent et il est vrai que il y a beaucoup d'humanité. Je ne me force pas. Alors des gens disent oui, tu fais des comédies. Oui, je fais des comédies, mais je fais avant tout des films et ces films me ressemblent, racontent mes petites histoires du quotidien et c'est vrai que j'essaye toujours de rajouter un petit peu de poésie et d'humour dans ce que je raconte. J'ai l'impression que ça passe mieux. Et puis c'est dans nos cultures d'essayer d'être joyeux avec les passés qu'on a eus, de garder la foi et de la joie avec un grand J. Vous êtes en vacances à Maurice, c'est votre quatrième visite chez nous? Oui, c'est la 4e fois. Alors on était souvent venus avec les enfants parce qu'il est vrai qu'ici les enfants sont heureux, on se sent en sécurité, etc. Il y a une attention, il y a un amour des enfants sur cette île. Et puis là maintenant ils ont un petit peu grandi. Alors avec mon épouse, on est venu en amoureux profiter de cette île formidable. Et puis j'ai découvert que là bientôt il y a l'abolition de l'esclavage qui va se faire. Donc ça sera l'occasion peut-être d'aller aux Mornes, redécouvrir cet endroit et puis rendre hommage à tous ces gens qui ont souffert et pour qu'on soit là aujourd'hui et qu'on leur rende hommage, c'est important. Bonnes vacances à vous et merci d'être venu jusqu'à nous. Je vous remercie. À bientôt.
Alors, et pour terminer, Catherine Laborde, présentatrice météo de TF1, est décédée à l'âge de 73 ans ce mardi, originaire de Bordeaux. Elle avait présenté le bulletin météo sur cette chaîne pendant 28 ans, entre 1988 et 2017. Elle a été longuement malade depuis ces dernières années. Ce qui nous amène à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci. À demain. Bonne soirée. Oui, partagez et appréciez. Hey guys. Oh. Perfect. Quand vous gagnez, votre ami et votre magasin de proximité gagnent aussi. C'est le Cadbury Big Win-Win. Achetez 2 produits Cadbury participants. Scannez le QR code ou tapez Hi sur WhatsApp pour nommer un ami et votre magasin. Saisissez votre chance de gagner votre part du prix en cash et plus encore. Puisque quand vous gagnez, tout le monde est gagnant. Les conditions générales s'appliquent. La rentrée a fait son choix avec la gamme Farmstead. Burgers, nuggets, fingers, pops, cordon bleu ou encore les saucisses. Tout pour une rentrée plus appétissante. Farmstead, nous ne faisons que du poulet, c'est pour ça que c'est si bon. Un produit made in Maurice. Ik dis les Anchor Life, chaque jour, je peux prendre soin moléculaire parce qu'il est fait en matière grasse, il est low GI et il contient plein de stérol et oméga 3. Et surtout, moi aussi, garde mon bon l'habitude. Et Anchor Life, oui, chaque jour, je peux prendre soin moléculaire. Le Streetwise Box de KFC avec son Streetwise Meal, incluant frites et boissons, ainsi que de Hot Wings. Un vent léger et chaud souffle sur notre région. Les images satellites montrent que le vent léger favorise la formation des nuages sur Maurice, ce qui occasionne des averses localisées. Par ailleurs, une ligne d'instabilité s'approche lentement par l'est. La région de Rodrigue est, elle, sous l'influence d'un courant d'air modéré et chaud. Concernant Agalega, pas de système majeur à signaler. Les isobars sur notre région caractérisent un vent léger. Par ailleurs, nous voyons l'évolution de la dépression tropicale dans le canal du Mozambique et aussi la dépression tropicale dans la zone de convergence intertropicale aux alentours de Diego Garcia. Les prévisions, tout d'abord pour Maurice, des averses localisées persisteront dans la soirée sur la moitié sud de l'île. Par la suite, le ciel se dégagera graduellement et il fera beau durant la nuit et tôt demain matin. La température minimale variera entre 21 et 27 degrés. Demain, au cours de la journée, il y aura des développements nuageux, principalement au sud-ouest, dans le sud et sur le plateau central, avec des averses localisées. Les averses seront temporairement d'intensité modérée, avec des orages dans l'après-midi. La température maximale sera supérieure à la moyenne et variera entre 26 et 34 degrés, vent léger et variable, mer agitée au-delà des récifs, avec des vagues de l'ordre de 2 mètres.
Rodrigue, mi-couvert durant la nuit et tôt demain matin avec des faibles ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température minimale variera entre 23 et 25 degrés. Essentiellement beau au cours de la journée demain. La température maximale variera entre 29 et 31 degrés. Vent du secteur est de 20 à 30 km/h avec des pointes de 55 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À Galega, mi-couvert à parfois nuageux cette nuit et tôt demain matin avec des faibles ondées. La température minimale sera d'environ 25 degrés, essentiellement beau au cours de la journée demain. La température maximale sera d'environ 33 degrés. Le vent soufflera du sud-est à environ 15 km/h, mer agitée avec des vagues atteignant environ 1,50 m. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette page sportive. La Fédération mauricienne des boules vient de finaliser le calendrier pour cette saison. Les dirigeants souhaitent relever des défis importants cette année, notamment l'organisation de 2 championnats d'Afrique à Maurice. Les détails avec Jessie Ogara. L'année 2025 s'annonce riche en défis pour la Fédération mauricienne des boules. Le plus important étant l'organisation du championnat d'Afrique au mois de septembre. Elle se dit aussi partante pour abriter un championnat de l'océan Indien cette année. C'est ce qu'annonce le président de la FMB, qui a récemment été élu vice-président de la Confédération africaine. Nous avons l'intention d'amener le championnat d'Afrique de Rafa Volo et boule lyonnaise le mois de septembre à l'île Maurice. Moi aussi, j'ai l'intention d'amener le championnat d'Afrique pétanque, triplette homme et à Maurice. Et ça aussi, peut-être octobre, novembre, décembre peut-être, c'est pour qualification championnat du monde pour l'année prochaine dans les pays Afrique. Après un bilan intéressant en 2024 pour nos boulistes, avec entre autres le bronze au tir de précision décroché par Parvez Kodabakos au championnat du monde à Dijon en décembre dernier. Sans oublier qu'une triplette masculine s'était illustrée à la Coupe des Nations. Nos performances mondiales sont très améliorées depuis quelques années. Nous allons dire, nos premières meilleures performances, c'était quand il y a le championnat du monde à Madagascar. Nous avons une classe 9e mondiale. Nous avons 1200 licenciés hommes. Nous avons 200 licenciés dames. Et moi, je dire, hats off, madame. Très souvent, nous amenons au championnat du monde, au championnat d'Afrique, nous amenons quand nous sommes capables de nous amener. La saison 2025 démarre en mars prochain et les dirigeants prévoient plus d'une dizaine de compétitions cette année. En football, les 24 pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc connaissent leurs adversaires. Le tirage au sort s'est déroulé hier soir. D'anciennes vedettes du football africain étaient présentes à cette cérémonie. Voici ce qu'il faut retenir du tirage avec Radju Kanpot. Le pays hôte, le Maroc, lancera le tournoi le 21 décembre contre les Comores dans le groupe A. L'Égypte de Mohamed Salah se retrouve dans la poule B avec notamment l'Afrique du Sud. Retenons le Nigeria et la Tunisie dans le groupe C. Le vainqueur de l'édition 2021, le Sénégal, a eu un tirage à première vue facile dans le groupe D. L'Algérie est dans la poule E avec entre autres le Burkina Faso. Le groupe F nous proposera un choc entre le vainqueur de 2023, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. 24 nations participeront à la CAN. Concernant le marché des transferts, dans la plupart des pays européens, la présente fenêtre va se refermer le 3 février prochain à minuit. Plusieurs gros coups ont déjà été réalisés. En Angleterre, Manchester City a été actif avec pas moins de 3 nouveaux arrivants, dont le phénomène Omar Marmouche. Les détails avec Benito Paris. Manchester City en convalescence se renforce. Omar Marmouche a ainsi débarqué contre un chèque de 75 millions d'euros, bonus y compris.
L'attaquant égyptien de 25 ans arrive en provenance de l'Eintracht Francfort. Marmouche s'est engagé avec les Citizens jusqu'en juin de 2029. Il a déjà effectué des débuts prometteurs sous ses nouvelles couleurs. C'était samedi soir lors de la victoire de City aux dépens de Chelsea. Le Brésilien Victor Reis, 19 ans, et l'Ouzbek Aboukodir Kusanov ont aussi été recrutés pour étoffer le secteur défensif mancunien. Hormis Marmouche à City, l'autre grosse opération durant ce présent mercato est à mettre à l'actif du Paris Saint-Germain, le PSG qui a acté l'arrivée de Kvichak Kvaratskhelia. L'ailier géorgien de 23 ans débarque du Napoli. Kvaratskhelia s'est engagé jusqu'en juin 2029 avec Paris. Le transfert est estimé à environ 70 millions d'euros. Et puis l'aventure entre Neymar et Al Hilal est terminée. Le club saoudien a annoncé avoir résilié le contrat de la star brésilienne. À 33 ans, il avait signé en août 2023 un contrat estimé à plus de 100 millions d'euros par saison. Il n'a joué que 7 matchs pour un but marqué en raison d'une rupture du ligament croisé en octobre 2023 avec une rechute. Neymar est resté loin des terrains pendant 1 an. Il pourrait retourner dans son club formateur de Santos. Voilà donc, c'est ici que prend fin cette page des sports. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de l'NBC. À bientôt.